faire des choses intéressantes. Et ouais, ça se décline sous plein de formats. Après, je ne m'interdis pas de faire autre chose que de l'ASMR sur cette chaîne YouTube. Voilà, je suis très heureuse de reprendre YouTube parce qu'à vrai dire, j'ai eu de nombreuses chaînes YouTube dans ma vie, au moins 3. Voilà, mais c'est une autre histoire. Et je voulais reprendre et ça fait un petit moment que ça me trottait dans la tête de faire de l'ASMR. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo lecture ASMR. Je me suis dit que j'allais joindre l'utile à l'agréable en faisant une vidéo ASMR sur le marxisme. En fait, c'est une idée qui m'est venue en regardant une youtubeuse américaine dont j'ai oublié le nom, mais qui faisait ça, en fait, qui fait des vidéos d'ASMR sur le marxisme, sur la théorie politique, et j'ai trouvé que c'était incroyable parce que en fait, elle le disait bien dans sa vidéo, l'ASMR permet de se détendre, et je trouve que être détendu permet de mieux comprendre certains concepts, de mieux appréhender certaines choses. Et je trouve aussi que lorsqu'on se concentre sur un sujet particulier, genre un sujet ultra spécifique, moi j'aime bien faire ça en écoutant des podcasts, ça endort. Voilà, donc ça permet de joindre l'utile à l'agréable. J'ai voulu faire cette première vidéo sur... c'est ma première vidéo d'ASMR, donc ne soyez pas très difficile avec moi. Wesh, j'ai touché le micro. Sur la lecture d'un ouvrage de Karl Marx que j'ai acheté, qui s'appelle Les luttes de classe en France, de 1848 à 1850. Je vais pas tout lire aujourd'hui, mais ça me paraissait intéressant de parler de ça, parce que c'est une belle introduction à ce qu'est le marxisme, et qu'est-ce que c'est que la méthode d'analyse marxiste. Alors, je pensais vous lire, non pas tout le texte, qui est pas très long, mais bon, à lire à voix haute, ça peut être un petit peu long, mais juste l'introduction de Friedrich Engels à les luttes de classe en France. Pardon, ça me gratte le nez. Donc juste peut-être un petit rappel, qui est Karl Marx. Karl Marx est un théoricien politique, un philosophe et un homme politique, puisqu'il a pris part aux décisions politiques de son époque, qui est à l'origine d'une doctrine de pensée qu'on a appelé plus tard le marxisme, et qui est un courant du socialisme qui a inspiré plus tard les partis communistes, mais pas que. Voilà. Je vais pas faire la biographie de Karl Marx parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Et je trouve que le texte de Friedrich Engels permet de comprendre ce qu'est le marxisme, ou en tout cas qu'est-ce que c'est que la conception matérialiste de l'histoire, ou le matérialisme historique, même si ce qu'on appelle matérialisme historique, c'est quelque chose qui a été formalisé beaucoup plus tard. En réalité, Marx et Engels ne parlent jamais de matérialisme historique. Ils parlent de conception matérialiste de l'histoire. Et c'est aussi un texte important pour comprendre ce qu'est la lutte des classes. Qui était Friedrich Engels? Et après je vais lire. C'était, disons, le compagnon de route de Marx, son grand ami. Et en réalité, c'est à lui qu'on doit beaucoup de ce qu'est le marxisme, en fait, puisque beaucoup de textes
Marx. Voilà. Donc je vais commencer à lire. Avant peut-être je peux faire un peu de tapping. N'hésitez pas à vous prendre quelque chose à boire ou à vous allonger confortablement. Le but c'est, comme je l'ai dit, de joindre l'utile à l'agréable. Donc si vous voulez vous endormir, n'hésitez pas. C'est un texte qui est un peu compliqué. Donc il est possible que je bégaye un peu parce que les phrases sont souvent très très longues, avec beaucoup de virgules, etc. Donc voilà, c'est un premier essai, ne soyez pas trop difficile avec moi. Et j'ai aussi laissé la fenêtre ouverte parce que je trouve que ça fait une petite vibe. J'aime bien quand les ASMRtistes laissent la fenêtre ouverte de chez eux. Genre, ça fait plus vivant. Et c'est pas tout le temps qu'on peut dormir la fenêtre ouverte. Alors, commençons. Introduction. Friedrich Engels. Le présent ouvrage de Marx fut sa première tentative d'explication d'un fragment d'histoire contemporaine à l'aide de sa conception matérialiste et en partant des données économiques qu'impliquait la situation. Dans le manifeste communiste, la théorie avait été appliquée dans ses grandes lignes à toute l'histoire moderne. Dans les articles de Marx et de moi pour la Nouvelle Gazette rhénane, nous l'avions utilisée pour interpréter les événements politiques du moment. Ici, il s'agissait par contre de démontrer l'enchaînement interne des causes dans le cours d'un développement de plusieurs années qui fut pour toute l'Europe aussi critique que typique. C'est-à-dire, dans l'esprit de l'auteur, de réduire les événements politiques aux effets de cause, en dernière instance économique. Dans l'appréciation d'événements et de suites d'événements empruntés à l'histoire quotidienne, on ne sera jamais en mesure de remonter jusqu'aux dernières causes économiques. Même aujourd'hui, où la presse technique compétente fournit des matériaux si abondants, il sera encore impossible, même en Angleterre, de suivre jour par jour la marche de l'industrie et du commerce sur le marché mondial et les modifications survenues dans les méthodes de production, de façon à pouvoir, pour n'importe quelle période, faire le bilan d'ensemble de ces facteurs infiniment complexes et toujours changeants. Facteurs dont, la plupart du temps, les plus importants agissent en outre longtemps dans l'ombre avant de se manifester soudain violemment au grand jour. Une claire vision d'ensemble de l'histoire économique d'une période donnée n'est jamais possible sur le moment même. On ne peut l'acquérir qu'après coup, après avoir rassemblé et sélectionné les matériaux. La statistique est ici une ressource nécessaire et elle suit toujours en boitant. Pour l'histoire contemporaine en cours, on ne sera donc que trop souvent contraint de considérer ce facteur le plus décisif comme constant, de traiter la situation économique que l'on trouve au début de la période étudiée comme donnée et invariable pour toutes celles-ci, ou de ne tenir compte que des modifications à cette situation qui résultent des événements eux-mêmes évidents, et apparaissent donc clairement elles aussi. En conséquence, la méthode matérialiste ne devra ici que trop souvent se borner à ramener les conflits politiques à des luttes d'intérêts entre les classes sociales et les fractions de classes existantes impliquées par le développement économique, et à montrer que les divers partis politiques sont l'expression politique plus ou moins adéquate de ces mêmes classes et fractions de classe. Je fais une petite pause. Je trouve que cette introduction est intéressante parce que ici Engels explique vraiment clairement ce qu'est le matérialisme historique, c'est-à-dire on analyse l'histoire. Il a une expression
me penser à voix haute. Il est bien évident que cette négligence inévitable des modifications simultanées de la situation économique, c'est-à-dire de la base même de tous les événements examinés, ne peut être qu'une source d'erreur. Mais toutes les conditions d'un exposé d'ensemble de l'histoire qui se fait sous nos yeux renferment inévitablement des sources d'erreur. Or, cela ne détourne personne d'écrire l'histoire du présent. Lorsque Marx entreprit ce travail, cette source d'erreur était encore beaucoup plus inévitable. Suivre pendant l'époque révolutionnaire de 1848-1849 les fluctuations économiques qui se produisaient au même moment, ou même en conserver une vue d'ensemble, était chose purement impossible. Il en fut de même pendant les premiers mois de l'exil à Londres, pendant l'automne et l'hiver de 1849-1850. Or, ce fut précisément le moment où Marx commença son travail, et malgré ces circonstances défavorables, sa connaissance exacte de la situation économique de la France avant la Révolution de février, ainsi que de l'histoire politique de ce pays depuis lors, lui a permis de faire une description des événements qui en révèle l'enchaînement interne d'une façon qui reste inégalée. Description qui a subi brillamment la double épreuve que Marx lui-même lui a imposée par la suite. Pareil, ici je vais faire une petite pause. Du coup, le texte de Marx, pour lequel Friedrich Engels fait la préface, est une analyse socio-historique des événements entre 1848 et 1850. Pour vous resituer, on n'est même pas 100 ans après la Révolution française, et c'est une période très mouvementée dans l'histoire de France, entre les 100 ans qui vont suivre la Révolution française. On a tout un tas de régimes qui vont se succéder. D'abord, la Première République, Napoléon Bonaparte, la Restauration, la Deuxième République et le Deuxième Empire, puis la Troisième République, et tout ça en l'espace de même pas 100 ans. C'est une période de grands bouleversements, notamment c'est lié à la révolution industrielle, et c'est ce que montre Marx en fait. L'histoire elle n'est pas faite par des grands hommes ou c'est pas une fresque romanesque avec des personnages extraordinaires. Les personnes, ou en tout cas les partis politiques, etc., ne sont que les effets de cause économique et de classe sociale et d'intérêt de classe sociale. Bref, je continue. La première épreuve eut lieu lorsque Marx, à partir du printemps de 1850, retrouva le loisir de se livrer à des études économiques et qu'il entreprit tout d'abord l'étude de l'histoire économique des 10 dernières années. Ainsi, des faits eux-mêmes, il tira une vue tout à fait claire de ce que jusque-là il n'avait fait que déduire, moitié a priori de matériaux insuffisants, à savoir que la crise commerciale mondiale de 1847 avait été la véritable mère des révolutions de février et de mars, et que la prospérité industrielle revenue peu à peu
enchaînements de cause à effet qui y étaient établis, ainsi que le prouve la suite du récit donné dans ce même tableau d'ensemble et qui va du 10 mars à l'automne de 1850. Voilà pourquoi j'ai inséré cette suite comme 4e article dans cette nouvelle édition. La deuxième épreuve fut plus dure encore. Immédiatement après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1851, Marx travailla de nouveau à l'histoire de France de février 1848 jusqu'à cet événement qui marquait provisoirement la fin de la période révolutionnaire. Entre parenthèses, le 18 brumaire de Louis Bonaparte, 1885. Dans cette brochure, la période qu'il expose dans notre ouvrage est traitée à nouveau, quoique de façon plus brève. Que l'on compare avec la nôtre cette deuxième description écrite à la lumière de l'événement décisif survenu plus d'un an après, et l'on constatera que l'auteur n'eut que fort peu à y changer. Ce qui donne encore à notre ouvrage une importance toute particulière, c'est le fait qu'il prononce pour la première fois sous sa forme condensée la formule par laquelle, à l'unanimité, les partis ouvriers de tous les pays du monde réclament la réorganisation de l'économie, l'appropriation des moyens de production par la société. Dans le deuxième chapitre, à propos du droit au travail, qui est caractérisé comme la première formule maladroite où se résument les exigences révolutionnaires du prolétariat, on peut lire: mais derrière le droit au travail, il y a le pouvoir sur le capital. Derrière le pouvoir sur le capital, l'appropriation des moyens de production, leur subordination à la classe ouvrière associée, c'est-à-dire la suppression du salariat, du capital et de leur rapport réciproque. Donc, pour la première fois, se trouve formulée ici la thèse par laquelle le socialisme ouvrier moderne se distingue nettement aussi bien de toutes les diverses nuances du socialisme féodal, bourgeois, petit bourgeois, etc., que de la confuse communauté des biens du socialisme utopique et du communisme ouvrier primitif. Si plus tard, Marx a élargi la formule à l'appropriation des moyens d'échange eux aussi, cette extension, qui d'ailleurs allait de soi après le manifeste communiste, n'exprimait qu'un corollaire de la thèse principale. Puis, quelques gens avisés en Angleterre ont encore ajouté dernièrement que l'on doit transférer aussi les moyens de répartition à la société. Il serait difficile à ces messieurs de dire quels sont donc ces moyens de répartition économique différents des moyens de production et d'échange, à moins que l'on ne parle des moyens de répartition politique, impôts, secours aux indigents, y compris le Sachsenwald, qui veut dire, selon la note de bas de page, grande propriété qui fut offerte à Bismarck par l'empereur Guillaume Ier, et autres dotations. Mais premièrement, ceux-ci sont aujourd'hui déjà des moyens de répartition en possession de la collectivité, de l'État ou de la commune, et deuxièmement, nous voulons précisément les faire disparaître. Lorsqu'éclata la révolution de février, nous étions tous, quant à la façon dont nous concevions les conditions et le cours des mouvements révolutionnaires, sous le charme de l'expérience historique passée, et notamment de celle de la France. N'était-ce pas précisément de cette dernière qui, depuis 1789, avait dominé toute l'histoire de l'Europe, qu'était parti une fois encore le signal du bouleversement général? Ainsi, était-il évident et inévitable que nos idées sur la nature et la marche de la révolution sociale proclamée à Paris en février 1848, de la révolution du prolétariat, fût
révolutionnaire longue et mouvementée, mais qu'il ne pouvait se terminer que par la victoire définitive du prolétariat. Bon, camarades et auditeurs, je vous propose d'arrêter là, car c'est un texte qui est long et qui est difficile à lire, et c'est ma première expérience. En tout cas, je trouve l'introduction de Friedrich Engels intéressante, et je pense que le passage que j'ai lu permet de se figurer ce qu'est le matérialisme historique. C'est-à-dire que Friedrich Engels et Marx proposent d'analyser la période révolutionnaire et les bouleversements historiques qui ont lieu en France à partir de causes économiques. Il parle notamment de crise économique. Et en fait, selon lui, toutes les révolutions sont le résultat de crise du système économique. Et il ne peut pas y avoir de révolution sans crise. Voilà. Et c'est intéressant parce que c'est pendant ces premières